Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Thierry Janssen, qui est médecin, thérapeute et qui, dans un dernier livre intitulé « Écoutez le silence à l'intérieur », nous invite à un itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel. C'est paru aux éditions L'Iconoclaste. Thierry Janssen, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons, si vous voulez bien, la découverte de votre livre. À un moment donné, vous parlez de la différence entre le moi et le soi. Oui. Alors, peut-être nous préciser un petit peu ces nuances. Ce sont des mots, mais ça permet de décrire quelque chose qu'on peut vivre, hein, qui est de l'ordre de l'expérience. Le moi, c'est vraiment cette construction mentale qui permet au mental de parler de lui. Hein, et ce moi est identifié à tout ce que le mental vit, hein, et produit, à savoir des sensations, des émotions, des images, des pensées. Et le moi est vraiment une construction intellectuelle, avec évidemment à ce moment-là ce sentiment d'être séparé, d'être bien particulier, et de vivre dans un monde de dualité quelque part. Hein. Il y a moi et l'autre, et du coup il y a un sentiment de séparation, mais surgit de là aussi une peur, avec cet élan profond de la vie qui nous demande de ne pas être dans la séparation. Cet élan qu'on peut appeler l'amour. Et cette peur empêche l'amour, empêche le moi d'aller là-dedans, et le moi vit ce qu'on appelle la névrose quelque part, en tout cas c'est une façon d'en parler, et cette névrose, eh bien, c'est tous ces comportements que le moi met en place pour essayer de retrouver cet amour, pour retrouver ce lien, mais sans s'en rendre compte, il crée tout le contraire. Par exemple, notre moi, quand il a peur d'être abandonné ou d'être en rupture de lien, il cherche le contact, la fusion avec l'autre, il finit par pomper l'air aux autres et l'autre est obligé de partir. Et donc, on se ressent abandonné à nouveau. Quand on a peur de perdre le contrôle, parce que justement on veut être sûr que le lien va perdurer, on veut contrôler le lien, on surveille l'autre, l'autre ne peut faire qu'une chose, c'est essayer de nous échapper, et de nouveau on se sent blessé dans cette peur de perdre le contrôle. Donc ça c'est tout la vie finalement du moi, qui est une vie très névrotique, pas très apaisée, et qui crée beaucoup de séparation dans un monde vu comme duel, parce que le moi avec ce mental s'identifie différent des autres. Mais il y a une toute autre dimension de la vie qui est beaucoup plus profonde en nous, qui est la vie en nous, et qu'on peut appeler le soi. Et ce n'est pas mon soi, c'est le soi que nous partageons tous. C'est un mot qui a été introduit en grande partie par Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung qui était un élève de Freud, mais un dissident de Freud aussi. Parce que Freud s'est beaucoup intéressé à la névrose, beaucoup. Mais il n'a pas tellement abordé cette autre dimension qui n'est pas la dimension du mental, mais la dimension de la conscience. Et comme je l'ai dit précédemment, le mental, il pense. La conscience ne pense pas, elle ne fait que constater, accueillir, aimer inconditionnellement ce qui est. Et donc, on pourrait appeler la conscience l'esprit. Hein. Et d'ailleurs, en français, je trouve qu'on a un grand handicap, parce que souvent, on utilise le mot esprit pour parler du mental. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre « La solution intérieure », mon éditeur m'avait dit il faut donner un sous-titre. Donc j'avais dit vers une nouvelle médecine du corps et du mental. L'influence des pensées, des émotions sur le corps et comment le corps influence les pensées, les émotions. Il m'a dit mais non, c'est quoi le mental? Je dis mais c'est le mental. Il me dit non, c'est l'esprit. Et donc je dis non, c'est pas l'esprit. L'esprit c'est une autre dimension de la vie, c'est la conscience. Et lui, bon, parce qu'on parle comme ça en français, il m'a dit non, on va mettre une médecine corps-esprit. En anglais, c'est déjà beaucoup plus simple, parce qu'on parle d'une médecine body-mind. Et mind, c'est le mental, c'est pas le spirit, l'esprit. Et donc, on est dans une toute autre dimension, et c'est Jung qui a introduit ce concept du soi, parce que c'est un concept qu'on retrouve en Asie, notamment en Inde, dans cette philosophie de la non-dualité, et l'Advaita Vedanta, où on parle du soi qui est Brahman, hein, et de ce soi qui est morcelé en plein de petits sois individuels qu'on appelle Atman, hein, une sorte de l'âme. Et quelque part, moi quand j'ai compris ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que finalement il y a cette conscience, cette source de tout, Dieu si vous voulez l'appeler comme ça,
Et cette conscience, pour se connaître, pour se regarder, elle est obligée de se morceler parce qu'elle contient tous les potentiels. Les bouddhistes parlent de vacuité, qui n'est pas un vide. C'est un vide rempli de tous les possibles qui vont émerger dans cette conscience ou dans la conscience et s'évanouir ensuite. Et du coup, le concept de Atman et de Brahman m'a vraiment fait comprendre qu'il y a cette source qui, pour se voir, pour se connaître, pour que la conscience soit consciente d'elle-même, est obligée de se morceler pour qu'il y ait un espace. Et ce morcellement donne naissance à toutes les âmes. Et toutes ces âmes sont de la nature, de la même substance que la source, mais elles sont l'expression d'un des potentiels qui était contenu dans la source. Et du coup, je vois la vie humaine, la vie tout court, comme un immense travail de la conscience qui se regarde. Et moi, j'exprime un potentiel à travers mon histoire et mon héritage. Vous en exprimez un autre, une troisième personne en exprime. Et en nous regardant, nous voyons tous les potentiels qui étaient dans la conscience, qui est notre nature profonde. Cette vacuité, les bouddhistes disent c'est la vacuité, c'est la nature ultime de l'être. Et du coup, le soi, c'est ça. C'est cette profonde conscience en nous qui est source de vie, qui est Dieu en nous quelque part. On l'écrit d'ailleurs avec un grand S. Attention, parce que souvent, on a des textes traduits de l'anglais notamment qui parlent du self, mais le self, c'est le moi, avec un petit S. C'est le moi. Et souvent, on le traduit dans des textes en français par le soi. Mais ce n'est pas le soi dont nous parlons ici, le soi avec ce grand S qui est la conscience en nous. Et Jung avait si bien montré ce processus, ce parcours dans la vie où on commence à développer le moi pour survivre, pour s'adapter avec tout ce système névrotique qui nous fait répéter les mêmes scénarios. Et peut-être, pas peut-être, de mon point de vue, la vie est bien faite dans le sens où elle nous met dans cette difficulté répétitive pour nous faire lâcher un jour et aller vers le soi. Ou plus que ça, laisser le soi se révéler en nous. Et pour ça, le moi doit s'effacer. Cette personnalité apeurée doit se calmer. Et Jung disait très bien, il y a un moment donné dans la vie, les différentes crises que nous vivons sont chaque fois des invitations à lâcher ça, à lâcher ce système névrotique du moi, et se rendre compte qu'on a mis en place des causes qui créent ces conséquences désagréables, difficiles. Et la crise n'est pas simplement un danger de s'enfoncer là-dedans, mais elle est aussi une opportunité. Les Chinois le disent si bien en écrivant le mot crise avec deux idéogrammes, l'un disant danger, l'autre signifiant opportunité et chance. Dans la crise, il y a cette chance de comprendre qu'on a mis en place des causes névrotiques qui vont créer des conséquences névrotiques, toujours plus de séparation et donc de souffrance. Et à l'occasion de ces crises, on peut commencer à écouter qu'il y a une voix plus profonde en nous, qui a une sagesse, ce que les Indiens appellent la prajna, cette sagesse, cette connaissance intuitive de la vie qui nous montre le chemin et qui guide l'âme, qui est issue de cette source, qui guide l'âme. Et l'âme, son projet, ce n'est que d'aimer. Ce n'est que créer des liens, mais c'est des liens sains, pas les liens d'attachement, de dépendance du moi qui a très peur, mais les liens sains de l'amour inconditionnel, du respect inconditionnel de l'autre et de soi dans un projet commun, mais pas dans cette dépendance ou cette domination, ou cette soumission, ou tout ce jeu névrotique de la personnalité. Et donc voilà, le soi, Jung disait, c'est vers là que nous allons, en tout cas c'est ça que nous devons révéler en nous, et dans un processus qu'il appelait d'individuation, et pas d'individualisation. Ça, c'est l'individu. Et notre société récompense l'individualisation. Moi, vous, sous-entendu, je suis meilleur que vous. Mais le soi n'est pas là-dedans, il est dans l'individuation. On est un individu, mais on révèle la nature profonde de l'être. Et à ce moment-là, les gens finissent leur vie, dans la seconde partie de leur vie, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus aimants, beaucoup plus doux avec eux et avec les autres, et au service de la vie. Plus en se servant de la vie, mais au service de la vie. Et on rentre dans le sacerdoce. Mais on peut tous être dans ce sacerdoce par rapport à la vie. Thierry Janssen, merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre notre rencontre dans le cadre d'une autre émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.